Je me suis ainsi livré à un détournement de ce schéma qui reprend de manière assez directe les données électorales, croisées avec leur territorialisation, pour envisager donc un autre exercice de style. Cette fois-ci, ce seraient les représentations les plus antagonistes de cette France-là. Dans un premier temps, je vais envisager les élites, les bien-pensants, comment voient-ils cette France, comment voient-ils la France. Pour rappel, la vision des bourgeois bohèmes, comme on les appelle très souvent, même s'ils récusent le terme, c'est offerte à la nation entière et au monde entier, avec la cérémonie d'ouverture des JO qui a fait polémique. Mais comment peut-on passer de ce schéma à une vision qui viendrait de ces groupes socio-culturels? Alors, je suis parti de nouveau de la crise des Gilets jaunes pour diviser dans un premier temps la France en deux catégories. D'un côté, le mal, l'extrême droite, et là, l'amalgame est fait entre toutes sortes de populations aux choix politiques très variés, et de l'autre côté, le bien, les humanistes, ceux qui se considèrent comme bobos, mais pas trop parce que ça se dit plus. Et parmi les élites, nous avons, dans un rang un peu inférieur, les presque nous, je les ai appelés comme ça, chacun de juger de la pertinence ou de l'impertinence du terme. Le territoire désormais se divise en deux catégories, le village global d'une part, et d'autre part, finalement, ce qui apparaît surtout comme les paysages de vacances, avec ce gros problème que les paysages sont beaux, mais en revanche, est-ce qu'on apprécie les populations locales, une fois qu'on les a reléguées dans la catégorie mâle, une fois qu'on les a assignées à cette identité politique, je ne sais pas trop comment ça se passe. Désormais, il n'est plus tant question de loyalisme ou de séparatisme que d'un côté de peur, ce qui fait peur, alors il y aura peut-être quelques évolutions envisagées du schéma par rapport à cette notion de peur, et les vassaux, ceux qui continuent de jouer le jeu malgré tout des élites, et parfois jouer le jeu des élites malgré eux-mêmes, dans cette France du mal et de l'extrême droite. Point de vue mondialisation, alors là nous retrouvons les grandes causes actuelles, médiatiques, les migrants d'un côté, le climat de l'autre. Bien évidemment, il est de bon ton de se présenter comme cosmopolite, et finalement, ce qui était auparavant une sécession des élites, ça devient le territoire d'influence à préserver, car il faut quand même avoir cela bien présent à l'esprit, c'est que ces élites en sécession, ce sont bien souvent ces bourgeois bohèmes. Dès lors, les caractérisations des populations changent très sensiblement. On ne parle bien évidemment pas de narco-quartier, mais de quartier populaire. La notion de populaire peut aussi renvoyer à la souveraineté du peuple. Donc, il va de soi que la définition du populaire est importante en démocratie. Là, c'est une cause récurrente de tous les engagements médiatiques, politiques de ces élites-là. La finance était présentée comme un ennemi, mais en même temps, quand on est endetté à hauteur de 3000 milliards d'euros, on l'aime bien, la finance, si ça permet de boucler les fins de mois. La crise du Covid a révélé sous un jour nouveau ces communes intermédiaires comme des espaces d'approvisionnement. C'est là que l'on découvre toutes sortes de travailleurs essentiels, en complément des livreurs, ainsi de suite. Mais les livreurs, encore faut-il qu'ils aient des marchandises à livrer, et ces marchandises viennent très souvent des arrière-pays urbains, des campagnes. Dans ces campagnes, donc, nous trouvons ces fameux ennemis, le mal, qui menacent une démocratie accaparée par les élites, et enfin des folkloriques, qui peut-être pourraient être une menace, globalement pas trop. Enfin, quand des bombes explosaient en Corse ou quand les tensions étaient fortes dans le Pays Basque, c'était quand même une préoccupation que tout le monde n'a pas totalement oubliée. Faudrait-il présenter les électorats participatifs comme une menace? J'en doute, car finalement, à force de marche et de front républicain, cette peur de ces ennemis qui jouent les urnes est une peur, c'est bien jugulée, assez bien dominée, même si elle est régulièrement invoquée. Donc ça, c'était pour la vision de ces élites qui font ou ferait sécession, et voici cette fois-ci le point de vue radicalement opposé et antagoniste, celui des Gaulois réfractaires, bref, celui de l'extrême droite. Si je repars du même schéma initial, et là encore de cette crise qui me semble être significative, celle des Gilets jaunes, la fracture territoriale ne se situe, je crois, pas tout à fait au même endroit. Il y a d'un côté, chez nous, de l'autre côté, les territoires de reconquête. Il me semble que ça a donné son nom à un parti politique. Ces territoires de reconquête correspondraient à une France pervertie, faisant face à la France éternelle. Ces électeurs d'extrême droite considèrent qu'ils peuvent bénéficier de soutien intérieur pour faire face à des ennemis intérieurs. Néanmoins, la courbe de participation n'est peut-être plus très significative, et cette fois-ci, il faut envisager un rapport aux ennemis diamétralement opposés, les élites établies passant pour des corrompus dégénérés, tandis que dans les villes, dans les lieux de pouvoir, exposés à toutes sortes de crises et de difficultés dans le contexte de mondialisation, là, ils peuvent trouver des porte-voix et des relais utiles.
Concernant la mondialisation, elle se définit désormais autrement. Le mondialisme d'un côté apparaît comme une force liberticide, représentée par des institutions internationales ou par toutes sortes d'idéologies, et bien évidemment, à la base, les crises migratoires véhiculeraient toutes sortes d'ennemis extérieurs vers l'intérieur et à destination notamment des narcoquartiers. La fracture entre France ouverte à la mondialisation et France plus distante de la mondialisation change. Néanmoins, ces élites sécessionnistes prennent la figure potentiellement de traîtres, tandis que, par rapport à ces territoires de reconquête, s'ouvre une question, l'éventualité d'une guerre civile. Là encore, les appellations changent, alors j'ai employé le terme racaille qui était au départ formulé par Nicolas Sarkozy, du moins au plus haut niveau de l'État, mais bon, globalement, l'extrême droite considère que Nicolas Sarkozy a utilisé un pistolet à eau plutôt qu'un Karcher, donc je doute que les masses militantes désavouent fortement ce terme. La finance reste également l'ami ennemi incontournable. D'un côté, on n'aime pas forcément ses valeurs. Peut-être est-ce un reliquat du catholicisme français qui a un rapport assez ambigu avec la richesse, et en même temps, la finance est indispensable à bien des égards. Les territoires intermédiaires sont ceux des services publics, dont beaucoup déplorent qu'ils soient bradés dans le cadre de cette France pervertie corrompue. Le peuple authentique est le peuple de la base qui maille le territoire. Quant aux communes rurales les plus en difficulté, s'agit-il de les moderniser, de les préserver? Je ne sais pas trop quelles sont les tendances dominantes dans ces mouvances politiques-là. Surtout, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que dans cette vision conflictuelle, finalement, l'un des éléments clés, c'est le rôle de la grande muette. L'armée, de quel côté penchera-t-elle? Les forces de l'ordre continueront-elles à obéir au pouvoir civil, malgré les antagonismes politiques et culturels, ou non? Et les pouvoirs civils, en cas de défection des forces de l'ordre, peuvent compter sur qui? C'était un petit jeu de représentation politique que l'on peut prendre comme une caricature ou comme un exercice intellectuel plus sérieux, peu importe. Toujours est-il que ce jeu intellectuel essaye de retranscrire les oppositions culturelles dans une société de plus en plus fragmentée. Cela a été dit, les électorats sont de plus en plus urbains en France. Or, depuis les travaux de Saskia Sassen dans les années 90 sur les villes mondiales, il est établi que, globalement, les sociétés ouvertes à la mondialisation sont des sociétés qui connaissent des inégalités de plus en plus fortes. Et les dynamiques de mondialisation favorisent, dans le champ socio-économique, les fractures, la fragmentation des territoires. Nous voyons que cela a bien des répercussions culturelle. Si j'en reviens à la France actuelle, telle qu'elle se présente sous nos yeux à travers les résultats électoraux, l'expérience des législatives, c'est un petit peu comme dans une partie d'échecs. On dit souvent que le système politique serait un échiquier, et bien ma foi, imaginons que nous sommes là en milieu de partie, l'Assemblée nationale vient des prises, autrement dit, c'est la reine qui est perdue pour un camp, celui qui avait le pouvoir. Alors, comment gérer cela ? Un joueur d'échecs ferait sans doute appel à l'adage « le roi joue et gagne ». Qu'est-ce que cela veut dire? À suivre. Je vous remercie.